Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. D'abord, l'Assemblée nationale ressemble à une forteresse assiégée. Bienvenue Claude Bartolone, Bonjour. monsieur le président de l'Assemblée, bonjour. Le Palais Bourbon est encerclé, protégé depuis au moins dimanche par les CRS qui font face aux adversaires du mariage pour tous. Est-ce que vous pensez que la loi sera suspendue, réécrite ou votée? La loi sera votée. C'était une promesse du candidat François Hollande. C'est aujourd'hui un texte présenté par son gouvernement. Il y a eu 110 heures de débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu une longue discussion au Sénat. Et aujourd'hui, il faut que cette loi soit votée pour montrer en plus que ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est le cœur de notre démocratie qui vote la loi. Entre le Parlement et la rue, vous dites où est la légitimité? Oui, et je voudrais rappeler à leur devoir toute la droite républicaine. Ils n'ont rien à faire à côté d'excités qui réclament du sang. Ils n'ont rien à faire à côté de ceux qui réclament la voix de la rue plutôt que la voix de la loi. Mais maintenant, et je crois que ils vraiment, vont discuter. Chacun doit revenir à la raison. Ils vont discuter au ministère de l'Intérieur avec Manuel Valls qui les avait invités à le faire. Mais pour la dernière lecture, Claude Bartolone, avant l'adoption d'un texte si important, pourquoi cette fois n'autoriser que 25 heures de discussion? Jean-Pierre Raffarin vous demande par exemple d'allonger le calendrier au moins. Eh bien, nous appliquons une réglementation qui a été décidée avec la précédente majorité et mon prédécesseur qui avait dit pour que les débats puissent se consacrer à l'essentiel, il faut le temps législatif programmé. Et c'est la précédente majorité qui a dit le temps maximum en première lecture, c'est 50 heures. Le temps en deuxième lecture, c'est la moitié, c'est 50 heures, 25 heures. Mais vous ne pouviez pas ajouter quelque chose vous-même. Nous avons fait 110 heures en première lecture. 110 heures. Tout a été discuté. Nous avons travaillé matin, midi, soir, la nuit, le week-end. Donc on prolonge pas. Je crois que tous les arguments ont été mis sur la table, d'autant plus qu'il n'y a plus que la moitié des articles, puisque tous les articles qui ont été examinés par le Sénat et l'Assemblée qui ont été votés à l'identique ne sont plus réexaminés. Le cardinal André 23, qui finit de présider la conférence des évêques, a dénoncé hier avec force une loi qui prépare à la société de violence. Est-ce que vous pensez qu'il fait son devoir ou qu'il exagère? Est-ce que vous considérez que c'est une déclaration de guerre aux élus, au gouvernement, au Parlement? Je pense qu'il exagère. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais en Espagne. On ne peut pas dire que l'Espagne n'est pas elle aussi fille aînée de l'Église. Et malgré les milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues espagnoles, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel espagnol a reconnu la validité de la loi et le gouvernement conservateur de Rajoy n'est pas revenu dessus. Le président de la République veut sa loi de transparence. Est-ce qu'il aura au Parlement? Et pourquoi la transparence avec la publication des patrimoines, non plus des ministres, ça c'est fait, mais des élus, fait-elle si peur aux parlementaires, à Jean-Pierre Bel et à vous-même? Nous n'avons pas peur, au contraire. Nous réclamons à la fois des déclarations de patrimoine, du contrôle et des sanctions maximum pour qu'il n'y ait pas le moindre doute. Avec la haute autorité, mais pas de publication. Non. Et pas là-dessus, de publication. Voyez, nous avons une différence avec les propositions qui nous sont faites par le gouvernement sur la forme beaucoup plus que sur le fond. Regardez, aujourd'hui, on voit les résultats de la publication des patrimoines des ministres. Est-ce que ça a changé quelque chose? Attendez, et est-ce que Cahuzac, il s'il avait eu l'obligation de déclarer son patrimoine, aurait déclaré qu'il avait un compte à Singapour? Vous voulez dire qu'il y a encore des tricheurs ou des fraudeurs? Non, pas du tout. Même Je dans pense ceux qu'il qui vaut mieux publient. avoir un système qui soit bon et dans la durée. Moi, je le dis, aujourd'hui, je suis persuadé qu'avec Jean-Pierre Bel, avec les sénateurs et les députés, nous pouvons voter une loi à une très grande majorité qui ne sera pas simplement une loi de circonstance, mais une loi qui garantira la transparence et l'honnêteté des élus sur la durée. Vous dites ici, le consensus national est possible. Oui, je le crois. À condition de ne pas publier les déclarations de patrimoine des élus. À condition de laisser l'Assemblée, le Parlement faire son travail. Vous voyez, ça rejoint... Avant, parce qu'on me reprocherait de ne pas vous le demander. Oui. Quel patrimoine vous avez à cacher? Des voitures, des maisons avec terrasse à Saint-Denis, ailleurs? Est-ce que vous êtes plus proche des 500 000, des 5 millions, etc. Vous avez raison de l'évoquer. Moi, depuis 30 ans, j'habite la même rue en Seine-Saint-Denis. C'est la première fois. Mais pas la même maison. J'ai changé de maison, j'ai changé de côté de rue. Il y a une belle terrasse. J'étais du côté D'après le Canard enchaîné. Voilà, c'est ça. Il y a une plus belle vue. Mais voir ma maison dans le Canard enchaîné, à qui le tour? Si c'est ça, la démocratie paparazzi, j'en suis pas.
Ouais. Êtes-vous suivi quand vous menez la charge contre ce que vous appelez la démocratie par paradis à Oui, l'Assemblée? Par exemple, hier, on a noté, on en parlait avec Bruce Toussaint, que vous avez été applaudi, acclamé d'une manière un peu surprenante par les députés de toute tendance. Je suppose que c'est bon pour l'ego de Claude Barthelone. C'était plutôt surprenant. Ouais. Mais ce n'est pas une question d'ego. Jean-Pierre, je fais le lien entre la question que vous posez et la première question que nous avons abordée, celle de la rue qui essaye de s'imposer par rapport à la démocratie, par rapport à l'Assemblée et au Sénat. Et aujourd'hui, tout ce qui installerait un doute sur la probabilité des élus renforcerait la voix de ceux qui disent la démocratie ne doit pas se faire ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, mais dans la rue. Moi, je me veux à la fois transparent, je veux du contrôle, je veux des sanctions, mais je veux aussi protéger les élus locaux et l'ensemble des élus qui le méritent. Est-ce que vous sentez que vous reflétez aujourd'hui la tendance majoritaire droite-gauche des députés? Est-ce que vous sentez aussi monter une fronde contre le projet Ayrault-Hollande? Non, pas de fronde. Si vous voulez, je sens surtout monter la demande... La grogne. Non, je sens surtout demander la demande de dialogue et de discussion. Finalement, ils veulent faire vivre la démocratie parlementaire qui est prévue dans la Constitution. Personne ne veut se retrouver dans une situation de devoir choisir entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Même pas moi. Et vous n'avez pas l'impression que le président de la République joue l'opinion, le peuple, contre, d'une certaine façon, les députés et les sénateurs, et qui cédera? Je ne crois pas. Écoutez tous les discours qui ont été les siens pendant la campagne des élections présidentielles. Il a évoqué à tout moment le respect qu'il veut avoir pour la démocratie parlementaire. Eh bien, aujourd'hui, les parlementaires ne demandent que ça. La possibilité, en commission des lois, la possibilité, dans l'hémicycle, de pouvoir faire des propositions au gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, je fais toujours, moi, le pari de l'intelligence. L'intelligence du président de la République aussi. L'intelligence collective. Ça ne peut pas être un bloc contre un autre. Pour pouvoir être entendu très rapidement maintenant par les Français sur les questions d'emploi, sur les questions de développement économique, de réindustrialisation, nous avons besoin d'installer la confiance et de parler de ces sujets. L'autorité, l'image et le crédit du président de la République ont pris un coup avec l'affaire Cahuzac. Quelles armes il a pour redresser la situation? Il faut revenir sur le terrain économique et social. Cahuzac, c'était un comportement individuel. Un acte qui a été produit alors qu'il n'était même pas ministre. C'est ce que disent le FMI, le Haut Conseil des finances publiques. On est en train d'aller, comme toute l'Europe, en récession, la zone euro. Mais c'est un vrai débat. Vous avez été un des premiers à le dire. C'est un vrai débat. Moi, je pense qu'il va nous falloir maintenant parler les yeux dans les yeux avec Mme Merkel, parce que la politique qui est celle de l'Allemagne pour l'Europe conduit à la catastrophe. Ce qui s'est passé en Italie, est-ce que vous croyez vraiment que c'est simplement le caractère italien? C'est qu'aujourd'hui, et il faut s'en méfier d'ici les prochaines élections européennes, si nous ne changeons pas de stratégie européenne, l'espérance européenne ira dans le mur. On a l'impression que de temps en temps, vous cherchez à forcer l'attention du président de la République. Sous la Ve République, personne ne peut gagner une épreuve de force contre le président de la République. Je ne sais pas si vous êtes dans cette phase-là ou si c'est pour le séduire. Jean-Pierre, j'ai eu l'occasion de le dire, je crois, ici. J'ai pris un engagement vis-à-vis de moi-même. Et le seul à qui on ne peut pas mentir, c'est soi-même. Le 21 avril, je me suis dit, après la défaite de Jospin, je ne me tairai plus jamais. Parce que c'est notre silence individuel et collectif qui a aussi participé à la défaite de Jospin. Le silence, c'est terminé. Même si, ça veut dire que ça peut aller loin dans l'explication, dans l'affirmation de soi-même. L'explication individuelle et puis la règle collective. À un moment donné, il y aura un vote et je me plierai au vote. Mais est-ce que vous êtes prêt éventuellement à servir jusqu'à Matignon? Est-ce que si on vous dit c'est une mission? Allez. Non, je ne me pose pas cette question. J'ai eu l'occasion de le dire ici quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle. Après, ça m'arrive souvent ce genre de truc. Non, après l'élection présidentielle, lorsque je suis venu ici vous annoncer ma candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai dit que je n'étais candidat qu'à ça. Mais les sceptiques prétendent que vous ne seriez pas prêt pour Matignon. Eh ben, ils ont peut-être raison. Mais vous savez, c'est le problème des politiques. Si on existe, on dit il a de l'ambition. Si on n'existe pas, on dit il sert à rien. Mais vous avez l'ambition, je vous ai dit une mission. Si non, elle est un moment je veux confié. être utile. Je veux être utile au changement et je veux être utile au pays. Plus qu'à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, j'y participe. D'abord. Merci d'être venu.
Pas encore à l'Élysée ni à Matignon, mais déjà dans le panthéon de Nicolas Canteloup, hein, Claude Ah oui, Barthelone. c'est- La semaine dernière. Je dois vous dire que hier, il m'a permis enfin de connaître le succès et l'estime de ceux qui me connaissent. Un mot sur Cahuzac, parce que j'ai oublié de lui dire. Il dit qu'il ignore quel degré de connaissance avait le président de la République. Est-ce que c'est une maladresse de langage ou une goutte de poison sur l'Élysée? C'est tout. Non, non, pas du tout. Je suis persuadé que le président de la République ne savait rien d'autre que ce que lui a raconté Cahuzac. Vous êtes sympa avec Hollande ce matin. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup Claude Barthelone. Merci Jean-Pierre Elkabbach.